Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre la grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le Rwanda est profondément préoccupé par l'abandon du processus de Luanda et de Nairobi par le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que par l'indifférence de la communauté internationale devant le renforcement militaire considérable de la RDC. Itamar Aaron, sociétaire d'Israël Primiatech, champion national israélien sur route ces 2 dernières années, a remporté au sprint puissant la 2e étape du Tour du Rwanda. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Rwanda est profondément préoccupé par l'abandon du processus de Luanda et de Nairobi par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que par l'indifférence de la communauté internationale devant le renforcement militaire considérable de la RDC. Jean Damascène Manishimnge nous livre ici quelques points de ce communiqué. Le communiqué du gouvernement du Rwanda indique que la RDC a lancé des opérations de combat massives au Nord Kivu en violation des décisions des mécanismes régionaux qui visent clairement à expulser le M23 et les civils tutsis congolais vers les pays voisins, travaillant de concert avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, une milice d'origine rwandaise, directement liée au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les récentes avancées du M23 découlent directement de la décision de la RDC d'expulser en décembre 2023 la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui supervisait les efforts de cessez-le-feu et de retrait. La protection des droits et des vies des Tutsis congolais relève de la responsabilité de la République démocratique du Congo. Son incapacité constante à le faire a exposé l'ensemble de la région des Grands Lacs à 30 années de conflits et d'instabilité. Des centaines de milliers de Tutsis congolais ont vécu comme réfugiés en Afrique de l'Est depuis des décennies, oubliés de tous. Sous l'administration du président Félix Tshisekedi, poursuit le communiqué du gouvernement du Rwanda, les discours de haine et le tribalisme sont devenus une monnaie d'échange de la politique congolaise et la discrimination ethnique ainsi que les arrestations et les tueries ciblées sont courantes. Les FDLR sont pleinement intégrés dans les forces armées congolaises, comme l'a démontré à maintes reprises le groupe d'experts des Nations Unies. L'ensemble de ces faits représente une menace sérieuse pour la sécurité nationale du Rwanda. Face à la montée du risque, le Rwanda soutient fermement une résolution politique de la question du M23 par les Congolais eux-mêmes. Le Rwanda est catégoriquement opposé à toute nouvelle tentative d'externalisation forcée de ce problème sur son territoire. Les dirigeants politiques et militaires congolais, y compris le président Félix Tshisekedi, ont également déclaré à plusieurs reprises leur intention d'envahir le Rwanda et de changer son gouvernement par force. Le Rwanda le prend au mot et a adapté sa position en conséquence, notamment via des mesures visant à assurer une défense aérienne totale du territoire rwandais et à réduire les capacités aériennes offensives pour faire face à l'introduction de drones d'attaque chinois CH4 par la RDC en 2023 et aux violations répétées de l'espace aérien rwandais par les avions de chasse congolais. Le Rwanda s'engage à prendre des mesures extraordinaires pour garantir la sécurité et la stabilité de notre région en agissant sur les causes profondes du conflit, conclut le communiqué du gouvernement du Rwanda. Alors justement, en parlant de ce communiqué et de la sécurité qui prévaut à l'est de la RDC, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Monsieur Tite Gatabazi. Vous êtes analyste politique. Nous allons revenir sur cette situation. D'abord, le Rwanda vient de réitérer sa détermination à assurer sa sécurité contre toutes ces menaces qui viennent de la RDC. Quel est l'état de ces menaces exactement? La menace, c'est d'abord le discours du chef de l'État congolais lui-même. Il l'a dit, il l'a répété et il a accueilli des gens dans son bureau pour l'aider à le faire. La deuxième menace, c'est l'alliance avec les FDLR, qu'on connaît très bien, que les Nations Unies qualifient de groupes terroristes, que les Américains ont déjà mis sur la liste des groupes terroristes, mais qui aujourd'hui sont intégrés au FARDC. Et ça a été confirmé par un communiqué des FARDC, figurez-vous. Quand la patronne des renseignements
américain fait la navette entre Kinshasa et Kigali, à son départ de Kinshasa, il y a un communiqué des FARDC qui demande aux militaires congolais de ne plus faire ami-ami avec les FDLR. Ça veut dire qu'ils savent qui sont les FDLR et où ils sont. Il n'y a pas meilleur... Il y a des preuves. Ils les avaient. Mais alors, là, on parle aussi dans ce communiqué de la communauté internationale qui est indifférente et qui a même, on dirait, changé de langage. Elle considère aujourd'hui les FDLR qui, jadis, en 2001, comme vous venez de le dire, de groupes terroristes, et aujourd'hui, c'est comme un groupe armé. C'est ce changement de discours qui peut inquiéter aussi. Ce n'est pas le Rwanda qui a décrété que c'était un groupe terroriste, c'est les Américains. Et aujourd'hui, c'est les mêmes Américains qui nous disent, oh, vous savez, c'est un peu comme les Maïmaï, c'est comme les Codeco, c'est comme les Ils Ouazalais. ont des revendications et tout ça. Ils n'ont pas de revendications, ils sont porteurs d'une idéologie génocidaire. Et ça, ils le savent très bien. Ils ont, à maintes reprises, insisté auprès du président Tshisekedi pour qu'il puisse se séparer des FDLR. C'est ce que Luanda dit, c'est ce que Nairobi dit, c'est ce que tous les partenaires lui disent. Et donc, ce changement... Vous venez d'évoquer les mécanismes de Luanda, de Nairobi. Que prévoyaient exactement ces mécanismes? C'est un dialogue politique intra-congolais. Le Congo a des problèmes internes qui ont vu la résurgence du M23, lequel M23 est congolais, qu'ils règlent leurs problèmes par un dialogue politique. Quitte à ce que la région puisse les accompagner, le Rwanda compris. Mais vous avez vu la manœuvre à Kinshasa, c'est de délégitimer les revendications du M23 et de prendre le Rwanda comme celui contre lequel le Congo se bat. Il y a une deuxième raison. Il y a de l'Ituri jusqu'au Katanga plus bas, en passant par le Kwamut, l'insécurité est généralisée dans ce pays. 250 groupes armés, mais on ne nous parle que du seul M23. Et donc, tout ça, la communauté internationale le sait, mais cette façon de caresser le président Tshisekedi dans le sens du poil, ce n'est pas vraiment très sérieux. Alors vous qui êtes analyste, qui suiviez de près cette situation, à qui dirons-nous à qui profite ce conflit exactement, vu qu'il y a un silence absolu devant les crimes contre les Congolais qui parlent Kinyarwanda, à qui profite ce conflit? Ce conflit profite à tous les pêcheurs à nos troubles. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. À commencer au sommet de l'État, le gouvernement, le ministre de la Défense a le droit de demander une rallonge budgétaire pour aller acheter des armes. Depuis l'achat jusqu'à la livraison, il y a multitude d'intermédiaires. Et donc tous ces gens veulent alimenter la guerre. Vous avez une autre catégorie de ceux-là qui entretiennent les groupes armés à l'Est, dont des politiques congolais connus sur la place publique, dont des militaires congolais qui font... Il y a aussi référence à les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont entretenus par des grosses pointures à Kinshasa. Et donc, ces gens, ils ont des groupes armés qui protègent des carrés miniers. Et donc, ils font du commerce illicite de ces minéraux. Ils coupent du bois dans le parc de Virunga. Et ces gens n'ont aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Alors, habillés en discours de haine, cibler comme ça les Banyarwanda congolais et prendre le raccourci. Parler Kinyarwanda, ça veut dire être Munyarwanda. C'est... Voilà. Alors là, on parle aussi, vous faites référence aux autorités de Kinshasa, qui recourent souvent à des discours de haine, je dirais anti-rwandais. Comment voyez-vous la situation dans un futur proche, disons? Dans un futur proche, on peut espérer, en regardant un peu le mini-sommet qu'il y a eu à Addis Abeba, qui demande qu'on réactive Luanda et Nairobi. Il y a l'initiative de l'association des évêques des pays des Grands Lacs, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda,
On les a vus à Musanze au Rwanda, on les a vus à Goma tenir une messe pour la paix, et ils ont promis, cardinal Kambanda du Rwanda et cardinal Ambongo du Congo-Kinshasa, entourés d'une vingtaine d'évêques, dire nous voulons nous occuper aussi et apporter notre contribution au règlement de cette question en analysant froidement les causes profondes. Ils ont même visité le camp des réfugiés de Kiziba à Nyundo pour démentir un peu le discours de Kinshasa qui n'existe pas de réfugiés congolais au Rwanda, parce qu'ils parlent Kinyarwanda. C'est ça. Au regard de l'entêtement du pouvoir congolais qui ne veut pas négocier avec les rebelles du M23, peut-on attendre une issue, je dirais, à ce conflit dans un bref délai, ou bien ça peut même dégénérer, disons. On a vu un frémissement, le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, a dilué un peu son discours en disant que le gouvernement était ouvert au dialogue. On a vu la ministre belge des Affaires étrangères qui pousse pour qu'on aille vers un dialogue politique. Et donc, on va assister dans les jours qui arrivent. Si jamais les évêques s'y mettaient aussi, si la société civile abandonnait la rhétorique des haines et qu'elle s'inscrivait dans la démarche des évêques, on va assister à un changement d'abord de discours au sommet de l'État. Le ministre de la Communication sera très présent dans les médias pour dire tout le bien qu'il pense du dialogue politique et du règlement par un dialogue. Et donc, on peut espérer, étant donné que sur le plan militaire, ils sont quand même en difficulté. Le M23 a démontré sa discipline au front. Ils n'exhibent pas les gens qui meurent au front. Eux ne les exhibent pas. Et ceux qui sont pris comme prisonniers de guerre, ils ne les affichent pas. Mais plus ils sont attaqués par la coalition, plus ils gagnent du terrain. Et ça fait une épine dans le pied du gouvernement qui, peut-être même malgré lui, devra s'engager sur la voie du dialogue. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle, M. Tite Katawazi, que vous êtes analyste politique. Merci pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Itamar et Rome, sociétaire d'Israël, Primiatech, champion national israélien sur route ces 2 dernières années, a remporté au sprint puissant la 2e étape du Tour du Rwanda, Muhanga Kibeho, un parcours long de 129,4 km. Mugisha Moïse de Java, Innovatech, ProTeam et le Rwandais, le mieux classé, est pointé à la 20e position de cette étape. Les détails avec Kassim Youssouf. La 2e étape du Tour du Rwanda 2024 est partie ce lundi de Muhanga vers Kibeho, terre des premières apparitions mariales en Afrique que le Vatican a approuvé. Kibeho, terre sainte du Rwanda, dans le district de Nyaruguru en province du Sud, avec l'altitude moyenne de 1876 mètres par rapport au niveau de la mer. Kibeho, l'une des destinations touristiques populaires du pays. C'est à la place du marché de Kibeho où a été placée la ligne d'arrivée et c'est Itamar Ayon d'Israël Primiatech, champion national israélien sur route au cours des 2 dernières années qui, dans un sprint en masse, l'a franchi le premier. Les Rwandais les mieux classés sont Mugisha Moïse de Java Innovatech ProTeam qui a pointé à la 20e position, Munyaneza Didier à la 33e position et Muhoza Eric à la 34e. La direction du district de Nyaruguru dit qu'en plus de l'enthousiasme des habitants, le Tour du Rwanda, dont la ligne d'arrivée était à la terre sainte de Kibeho, a constitué la meilleure occasion de montrer les réalisations atteintes, notamment la route que les coureurs ont empruntée. C'est vraiment appréciable, notamment du fait que c'est l'une des façons d'inaugurer les infrastructures dont la route que son Excellence, le Président de la République, avait promis aux habitants du district de Nyaruguru et qu'aujourd'hui la route est achevée et que nous allons l'inaugurer avec le Tour du Rwanda.
La troisième étape du Tour du Rwanda ce mardi va partir de Huye pour se terminer à Rusizi. Il y aura 40,3 km à parcourir avec des difficultés altimétriques variées. Dans les 67 premiers kilomètres de l'étape, les coureurs devront affronter la montée de Nyamagabe, puis celle de Kaganza, avant d'escalader Gashkwati, Nyungwe et Pindura. Après avoir passé la montée de Pindura, ils descendront pour attaquer la montée de Wumazi, longue de 7,3 km avec une pente moyenne de 5,1% et dont le sommet est situé à moins 14 km de l'arrivée, ce qui permettra à plusieurs coureurs de tester leurs jambes avant les étapes suivantes. Un peu partout sur le territoire national, l'on entend des citoyens témoigner que les différents programmes que le gouvernement a mis en place ont aidé à juguler la pauvreté. Les indicateurs révèlent en effet qu'au cours des 30 dernières années, l'indice de pauvreté au Rwanda a diminué de moitié. En 2000, il était de 60,29% de la population qui était sous le seuil de pauvreté et de 30,4% en 2022. D'après le résultat du recensement général de la population de cette année. Les détails avec Kassim Youssouf. Dans l'ancienne préfecture de Gikongoro, en particulier dans ce qui fut la commune Chiri, suite à la famine, les habitants quittaient souvent leurs terres pour s'installer ailleurs. Aujourd'hui, cependant, ils cultivent et réalisent une bonne récolte leur permettant de satisfaire les besoins domestiques et le reste écoulé au marché. Avant que nous puissions nous servir d'intrants agricoles industriels, nous étions dans la pauvreté de manière que toute une famille se rendait au Burundi pour y trouver du travail journalier. Depuis que nous avons les fertilisants industriels, et c'est grâce au président de la République, Paul Kagame, qui œuvre pour le bien de son peuple, qui a droit à la vie. Maintenant, notre situation s'est beaucoup améliorée. Nous pouvons récolter une tonne de pommes de terre pour la satisfaction des besoins domestiques et le reste est écoulé au marché. Nous produisons du maïs, du blé et du petit pois. Vous voyez que je suis bien, je suis cultivatrice et bien propre. Le secteur de Wusanze a également connu des situations de famine. À partir du soutien que le gouvernement leur a accordé à travers différents programmes, des familles dont la pauvreté extrême ont vu leur situation s'améliorer. Nous étions dans la première catégorie sociale Ubudehe et la vie était difficile. Nous n'avions pas de maison et nous vivions aux dépens de l'aide, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mon époux et moi-même étions en situation d'handicap, mais grâce à l'argent qu'on nous donnait, j'ai commencé à pratiquer l'élevage des lapins et avec le revenu gagné, je participais à la tontine. Je suis arrivé même à solliciter un prêt à la microfinance SACO que j'ai déjà totalement remboursé. À la tontine, j'épargne chaque semaine 1000 francs et 50 francs pour d'éventuelles situations d'urgence. Cette culture d'épargne et de crédit est également en train d'améliorer la vie des habitants du secteur Nyarubaka en district de Kamoni où a débuté en 2008 le programme pour l'accélération de l'éradication de la pauvreté VUP. Avant le génocide perpétré contre les Tutsis, les habitants d'ici vivaient dans des maisons en paille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avant, on ne savait pas faire de l'épargne. Les enfants souffraient du kwashiorkor qu'on a maintenant éradiqué. Au cours des 3 décennies après la libération du Rwanda, différentes aides ont été accordées à la population en situation de nécessité pour lui permettre d'éradiquer la pauvreté. Le secteur de Kiawakami en district de Nyanza est parmi ceux qui ont reçu l'aide de la part du projet Give Directly où l'on donne à chaque ménage environ 1 million de francs rwandais non remboursables.
Nous voudrions exprimer notre gratitude à notre président Paul Kagame qui a fait que le secteur de Tavakami puisse bénéficier de l'aide. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'il a considéré notre situation et il a réagi. La sécurité est totale ici, nous avons accès à l'eau potable, il n'y a plus de matelas en paille, il n'y a plus de famine et nous cultivons notre propre riz grâce à l'aide de Give Berkeley. Les citoyens disent que l'éradication de la pauvreté est avant tout une question individuelle. Mon secret est de ne m'avoir pas laissé sombrer dans la tristesse, mais plutôt travailler. Je suis surtout très reconnaissante à son Excellence, le président de la République, qui m'a donné une vache en 2007 et qui, par après, a été pour moi une source de revenus. Sa production laitière était de 25 litres par jour lorsque je l'ai reçu, et plus le cheptel grossissait, j'ai eu du fumier. J'ai alors sollicité un crédit bancaire avec lequel je me suis acheté un véhicule comme je l'avais avant le génocide perpétré contre les Tutsis. Dites au président de la République que la vache qu'il m'a donnée m'a permis d'acheter un véhicule qui m'a été retiré pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Le gouvernement du Rwanda dit avoir appris beaucoup de la mise en œuvre des programmes pour l'accélération de l'éradication de la pauvreté. Ce que nous avons appris des programmes précédents, c'est que l'éradication de la pauvreté commence par les citoyens eux-mêmes, par ceux qui veulent juguler la pauvreté eux-mêmes, changer les mentalités et les attitudes et ainsi prendre la décision d'éradiquer la pauvreté. Après, nous examinons s'il y a des moyens tant au niveau des instances publiques que du secteur privé et des organisations non gouvernementales et même au niveau des quartiers résidentiels, voir s'il y a des moyens qui permettraient d'appuyer un grand nombre possible de personnes. C'est encore au début, mais nous sommes confiants que ça va aider beaucoup de familles à éradiquer la pauvreté. La population sous le seuil de pauvreté en 2000 était de 60,29% et de 30,4% selon le recensement général de la population de 2022. Le revenu par habitant en 2000 était de $250 américains et les chiffres de l'Institut national des statistiques au Rwanda révèlent qu'il était de $1,003 en 2022. Même si le progrès réalisé dans l'éradication de la pauvreté au cours des 30 dernières années est appréciable, le chemin à parcourir est encore long car les chiffres montrent que 16% des Rwandais sont encore en situation d'extrême pauvreté. Ainsi que nous allons achever cette grande édition.